Merci tout le monde. Merci d'être venu à Africa FinTech. So I will start with a quick presentation to get the scene ready, so everybody's ready and ready for the next person as well. And what I want to discuss about is how to create an ecosystem of FinTech in Abidjan. An ecosystem that can hopefully be rival to Ghana, Nigeria, or to Kenya. The whole idea with the African FinTech Summit is I wanted to bring in people from Abidjan. I wanted to understand what will it take to build, a framework, a FinTech ecosystem, which can build up good companies, unicorn, hopefully. Right? Everybody wants to build unicorn companies. So let's try to see if we can build unicorn companies in Abidjan. But how do we do it? One of the reasons is that in the UK, in France, we don't hear about Abidjan when it comes to FinTech. Right? We will hear about Lagos. We will hear about Kenya, Nairobi, even South Africa. Morocco is very big when it comes to investment, but we don't hear about Abidjan. And I am born here. It's true I haven't been there for a long time, but I felt in the UK I build ecosystems. I go to Germany, I work in ecosystems. So I want to do the same thing with Abidjan. But obviously, I cannot do it on my own, and I don't even know the market. So I could be wrong, like I said to many people. I could be wrong, my assumption could be wrong, but this is something that I'm trying to... Je vais introduire M. Monté, Idriss, le CEO de CNET. Bonsoir à tous. Moi, je vais essayer de partager mon expérience. D'où nous avons démarré, où est-ce que nous en sommes, et puis quelle est notre vision d'ici les années à venir. Donc, CNET-P, c'est l'histoire de Daniel et Martial, deux jeunes qui ont fait la même école, l'ENSIT, la Farandole supérieure, si vous connaissez. Et après 5 années d'études, on obtient notre diplôme d'ingénieur en sciences informatiques en 2005. Et en 2004, il y a l'oncle de Daniel qui a un projet. Donc, il dit qu'il a un projet, il veut lancer le premier site de e-commerce en Côte d'Ivoire en 2003-2004. Bon, c'est un peu fou, mais nous, on est jeunes, on est étudiants, on était encore à l'école, et il nous embarque tous dans son projet. On était 7 jeunes étudiants, et il nous demande de développer son projet. Donc, ça c'est l'une des plus belles expériences que j'ai vécues en tant qu'entrepreneur parce que j'étais au début d'un projet. On n'était pas actionnaire, on était juste employé. Mais le fait d'être à l'origine de la chose et de voir la naissance de la chose, de voir la chose grandir, ça c'est une très très belle expérience. C'est différent de... vous avez votre diplôme, vous entrez dans une société où tout est déjà fait et vous avez un poste, vous faites un travail, on vous donne un salaire à la fin du mois. Ce n'est pas la même expérience et ça ne développe pas les mêmes aptitudes dans votre cerveau. Donc, son oncle développe un site de e-commerce qui s'appelle C-Market. Et pour payer, il dit qu'il allait développer un centre de paiement électronique et son idée, c'était de développer des cartes prépayées. À l'époque, il y avait des cartes à gratter. Où vous grattez, il y a un numéro et puis il y avait un montant. Donc, on allait distribuer ces cartes et les gens allaient acheter ces cartes chez les distributeurs. Ils allaient recharger leur compte et ils allaient utiliser pour payer sur son site de e-commerce. Puis à l'époque, il n'y avait pas de mobile money. Il n'y avait pas de solution de paiement. Ça n'existait pas. C'était difficile. Donc, il crée son site de e-commerce. Il est confronté à un problème de paiement. Il crée une solution pour résoudre le problème de paiement. 2006, on démarre l'aventure, on développe le site, il met en ligne, il fait la promotion, il trouve 3 associés qui investissent 75 millions de dollars de francs CFA, 75 millions de francs CFA dans le projet. Et après 6 mois, l'argent est fini. Il va voir une banque qui lui fait un prêt de 400 millions de francs CFA. Après 1 an et demi, l'argent est fini. Et on décide de fermer la boîte. Donc, le projet a fait 2-3 ans et on a fermé la boîte. Donc, tous les employés se cherchent, tout le monde prend ses bagages,
et il retourne sur le monde de l'emploi. Et c'est comme ça que Daniel et moi, on décide de récupérer un projet qui existait dans cette boîte. C'était Venim. C'était une plateforme de promotion et de vente des noms de domaine des pays africains. Et on commence à travailler sur le projet. Donc, on n'a pas de bureau. Donc, on faisait des séances de travail rotatives. Donc, cette semaine, c'est chez moi. Ce week-end, c'est chez moi. Le week-end prochain, c'est chez Daniel. On était 4 au départ. Le week-end qui suit, c'est chez Léonce. Et le week-end qui suivait, j'étais chez Sabana. Voilà comment on fonctionnait. Alors, en cours de route, Léonce et Sabana disent non, eux, ils ont eu du boulot, ils veulent aller travailler. Donc, eux, ils retournent en entreprise. Donc, on reste 2. Donc, on décide d'élire le siège de Venim dans mon domicile. Le salon, c'est le bureau et je dormais dans la chambre. On achète un ordinateur et on souscrit une ligne téléphonique et on met ça sur nos papiers pour dire le siège se trouve à tel endroit, le numéro de téléphone c'est ça, voilà les adresses email. Et c'est comme ça qu'on démarre. On commence à vendre des noms de domaine. Donc tous ceux qui ont des sites internet, .com, .net, .org, .sn, .cm, etc., on vendait ça sur notre site internet. Donc chemin faisant, on se rend compte que beaucoup de personnes viennent sur notre site internet, commandent des noms de domaine, nous appellent et nous demandent de nous déplacer pour venir chercher l'argent. Donc, au début, bon, c'était plaisant, on commence à avoir des premiers clients, mais après quand on fait le point, on se rend compte qu'on dépense plus en transport et on n'a pas de bénéfices. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, au début, quand on a commencé chez moi, après 6 mois, 8 mois, il y a 2 ou 3 clients qui sont venus à la maison, au salon. Ils ont trouvé que c'était une maison, ce n'était pas une société. Ça fait bizarre. Ils n'ont pas acheté. On a dit, bon, si on ne veut pas perdre des clients comme ça, il nous faut un local. Donc, on déménage, on va au terminus 81-82, juste au-dessus du shawarma. Il y a des petits magasins là-bas, ça ne coûtait pas trop cher à l'époque, 30 000 francs le loyer. Et le petit magasin, dès qu'on soulève, vous êtes tous là, 2-3 bureaux. Mais c'était mieux que la maison. C'était mieux que la maison. Donc, on est 3, on est 2, Daniel et moi. On recrute un stagiaire et on continue le développement. Ensuite, on recrute une 4e personne. Lui, son travail, c'était de s'occuper de la vente. Donc, en fait, c'est lui qui prenait les commandes, qui se déplaçait pour aller chercher de l'argent et puis revenir. Nous, on travaillait comme ça. Et très tôt, on a compris qu'on n'allait pas avoir accès au financement en étant dans des environnements comme ça. Et on a compris que les histoires de la Silicon Valley, où ça commence toujours dans les garages, et puis après, ils lèvent de 2 millions, en fait, ce n'est que dans la télévision, ça n'existe pas chez nous. Et que si on veut avoir de l'argent, il fallait qu'on augmente le nombre de clients. Et c'est comme ça que un jour, on reçoit un coup de fil au bureau. On a tellement fait de promotion sur les réseaux sociaux que Socoprime nous appelle. Société de construction du pont Riviera-Macquarie, le 3e pont. Ils nous appellent. Oui, on veut acheter un nom de domaine pour le site internet du 3e pont et on veut l'acheter pour 10 ans. On dit waouh. Ils achètent 3 noms de domaine. À l'époque, je pense que ça coûtait 50 000. Un nom de domaine pour 10 ans, ça fait 500 000. Multiplié par 3, ça fait 1,5 million. Ils nous donnent 1,5 million. J'ai dit, bon, les gars, on ne va pas acheter pour 10 ans. On va acheter pour 1 an. Mais on a l'obligation de vivre pendant 10 ans. Sinon, ils vont réclamer l'argent. Mais si on réussit à vivre pendant 1 an et qu'on n'est pas capable de renouveler le nom de domaine de 150 000 l'année, en fait, on doit fermer la boutique, ça ne sert à rien. Voilà comment on prend l'argent et on va louer un appartement. Donc, en fait, tout l'argent de Socoprime, on paye la caution, on paye les mois d'avance et on paye une grande table avec des chaises en plastique. Les chaises qui sont là, elles sont très belles. Vous voyez les chaises de maquis, les chaises blanches là. Voilà, on était tous autour de la table, chacun avait sa chaise blanche. Et on commence à développer Venim. Et Daniel a eu une idée géniale, c'était de dire, mais c'est vrai que tous ceux qui payent en ligne nous appellent d'aller chercher les fonds. Et il avait entendu parler de Orange Money, du Mobile Money, et il dit, j'ai un ami qui travaille à Orange, et je pense qu'il m'avait dit qu'ils ont des API
Donc, ils ont un petit logiciel qu'on peut intégrer sur notre site pour pouvoir collecter directement les fonds avec Orange Money. J'ai dit, bon, il dit oui, il dit, il va l'appeler. Et c'est comme ça qu'on démarre l'aventure. On va le voir, on discute, on lui explique le projet, il nous fait remplir des documents, il nous demande des papiers de la société. Pardon, on lui remet les papiers et il nous donne les API, on intègre sur notre site et les gens commencent à payer avec Orange Money. Et puis on dit, mais on a une autre catégorie de clients qui sont les clients de MTN qui viennent et puis qui disent, ben nous aussi on veut payer, mais MTN n'est pas présent sur votre site. Comment on fait? On refait la même démarche chez MTN et on intègre MTN sur notre site. On a des clients de Move, bien évidemment, qui arrivent et puis qui disent, mais et nous, on va voir Move. Ça nous a pris 1 an. 1 an pour avoir les API de Move. Et c'est là où j'ai compris quelque chose, c'est quand on est entrepreneur, si on n'est pas persévérant, si on n'est pas résilient, on va abandonner. Imaginez-vous quelqu'un qui envoie 1 mail, 2 mails par semaine, qui appelle chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pendant 12 mois, un opérateur juste pour avoir ses API. Si vous n'êtes pas résilient, vous allez abandonner, vous allez dire, ok, c'est pas grave, on laisse tomber Move, on va se débrouiller avec MTN et Orange. Et voilà comment on réussit après 1 an à intégrer Move sur notre site. Et beaucoup de clients qui venaient sur notre site acheter des noms de domaine se rendent compte que on a réussi à mettre Orange, Move et MTN sur le site et les gens peuvent payer avec. Et ils nous demandent comment vous avez fait. On dit non, que nous sommes allés voir les opérateurs, ils nous ont donné des API, on a intégré. Il dit mais comment eux ils peuvent avoir pour avoir ce même système-là sur leur site internet? Voilà d'où vient en 2016 l'idée de SynetPay. C'est-à-dire que ce qu'on a développé pour résoudre un problème chez nous, pour résoudre notre problème, devient une idée d'entreprise. Et je fais 3 mois d'accélération au Founder Institute, qui était un accélérateur de start-up, qui faisait une accélération à distance. Donc on était à Abidjan et puis on suivait les cours à distance. Après les 3 mois, et là-bas c'était la formation militaire. Il disait, vous rentrez 30 au début, mais si vous êtes sorti 8, c'est pas fait. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchaient pas le nombre. Ils cherchaient la résilience. Ils testaient la résilience des entrepreneurs. Ils éprouvaient l'entrepreneur. Ils vous disent, les cours commencent à 18h. Vous venez à 18h, vous venez à 18h10, drop out. Vous sortez du programme. Et ce n'était pas gratuit, hein. En fait, vous payez. Mais ils ont le droit de vous chasser de leur programme. Donc, le premier jour, on arrive 30. Il y a 2 qui viennent en retard. On les chasse. Il y a un qui appelle pour s'excuser, pour dire « Ouais, j'ai eu un empêchement, je ne peux pas venir. » On dit « C'est plus la peine de venir. » On reste 27. Le deuxième jour, il y a d'autres qui viennent en retard. Il les chasse. Quand il vous donne un exercice que vous ne rendez pas dans le temps, il vous chasse. Quand chaque soir, à chaque séance, il y avait des pitchs. Et il y avait des mentors qui notaient les pitchs. Il y avait des pitchs sur le produit, sur le prix, sur le modèle économique, sur la stratégie. Et à chaque fois que les mentors vous donnaient une mauvaise note, ils vous chassaient du programme. Donc, quand on est arrivé à la fin, et ce qui était bien dans le programme, c'est que c'était un accélérateur. Et il y avait des étapes à franchir. Et ce n'étaient pas des étapes virtuelles, c'était des étapes réelles. Quand il vous disait, vous devez faire 25 fois le pitch de votre société, vous devez faire 25 vidéos, vous devez choisir la meilleure et vous devez nous envoyer les 25 vidéos et vous devez nous envoyer la meilleure. C'est pour dire que si vous ne faites pas les 25 fois le pitch, vous n'allez pas faire 25 vidéos. À une certaine étape, ils vous disent, il faut que vous créez la société. Pour eux, les startups virtuelles dans la bouche qu'on entend sans registre de commerce, sans DFE, sans existence légale, ça n'existe pas chez eux. Pour eux, si tu es une start-up, tu es d'abord une entreprise légalement constituée. Donc, ils disent, si vous ne pouvez pas créer la société, vous sortez du programme. En cours de route, ils disent, vous devez mettre en place une page web pour présenter votre produit. Si vous ne présentez pas votre produit avec un nom de domaine, un site internet, vous sortez du programme. En cours de route, ils vous disent, trouvez au moins 5 personnes qui vont manifester l'intérêt
d'acheter votre produit. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un courrier pour dire le jour où le produit sera prêt, je vais acheter. Si vous ne trouvez pas ces 5 personnes, ils estiment que votre produit n'intéresse pas les gens, vous sortez du programme. Donc, ils disent que leur formation, c'est un peu comme West Point. West Point, c'est une école de militaires aux États-Unis qui forme les Marines. Et pour eux, c'est la formation militaire. Parce qu'ils disent que dans leur conception, si un entrepreneur ne peut pas résister à tout ça, alors il ne pourra jamais créer une entreprise qui va tenir sur le temps. C'est comme ça qu'on crée SynetP. Au début, on était 3. On développe l'entreprise, on cherche des clients, on gagne un peu d'argent, on étoffe l'équipe. En 2017-2018, on passe à 10, 15 personnes. En 2019, on passe à 20 personnes. En 2020, on monte à 40 employés. On se développe dans 8 pays en Afrique francophone. Et en 2021, on est présent dans 9 pays en Afrique francophone. On processe plus de 6,5 milliards de francs CFA de transactions chaque mois, ce qui représente environ 1,5 million de transactions qu'on processe sur notre plateforme. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment passer à une étape, c'est-à-dire que on veut donner cet exemple-là, on veut créer ce modèle-là, on veut passer à une autre étape, on veut donner, comme on dit, on veut donner une valeur institutionnelle à notre société aujourd'hui en faisant rentrer ce que vous avez appelé les fonds d'investissement. Parce que tant que vous n'avez pas fait rentrer des fonds d'investissement dans votre société, en fait, elles ne vaut pas grand-chose. Parce que c'est eux qui viennent donner cette valeur institutionnelle. Et puis demain, on dira, oui, votre société vaut 10 millions de dollars, elle vaut 20 millions de dollars, parce qu'eux, ils sont rentrés, ils ont fait une évaluation financière et ils ont dit, effectivement, vous valez ce prix. Sans eux, en fait, on ne vaut rien. Donc, nous, notre objectif, c'est, à l'horizon 2025, c'est d'être présent dans les 15 pays de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, d'être le leader en termes d'innovation technologique, d'être le leader en termes de présence géographique et d'être le leader en termes de part de marché. Je sais que c'est un rêve fou, c'est une ambition démesurée, mais c'est ce qui nous motive chaque jour pour venir au travail et continuer à développer SynetP, qui est cette plateforme qui vous permet d'encaisser et de transférer de l'argent dans 8 pays en Afrique francophone à travers un seul compte, une seule API, une seule intégration. Je vous remercie. A straight question. Everything you said, you increase the number of countries, but everything is French countries. So why? For sure, I understand that you have to target your market and create a niche and then expand from there. At what point do you expand into those English countries? On s'étend uniquement dans l'Afrique francophone. Pourquoi on ne va pas en Afrique anglophone? C'était pour une première raison qui était, notre objectif est de montrer que on peut créer un projet en Afrique francophone, s'étendre dans tous les pays de l'Afrique francophone et être le leader dans la région. Parce que toutes les histoires et tous les success stories qu'on nous a racontés, ça venait soit des États-Unis, soit de Londres, soit du Nigeria, soit du Ghana, soit de l'Afrique du Sud. Donc, notre objectif, c'est de faire rêver les entrepreneurs de l'Afrique francophone et de les amener à oser. Parce que la culture francophone, la culture même de la colonisation, si vous avez remarqué, la colonisation même a fait que l'Africain francophone, il n'a pas ce rêve de conquérir d'autres territoires que son village, son quartier, sa ville, s'il est très ambitieux, son pays. Donc, nous aussi, on veut créer ce modèle-là, ce rêve-là, on veut générer ce rêve-là dans la tête de beaucoup d'autres entrepreneurs. Peut-être qu'on va réussir, peut-être qu'on ne va pas réussir, mais ça, c'est une des premières raisons qui nous motive à s'étendre d'abord dans l'Afrique francophone. Deuxième élément de réponse, c'est que si vous regardez le marché de l'Afrique francophone, on est organisé en zones géographiques, régionales. Vous avez la CEMAC, les États de l'Afrique centrale, 5-6 pays.
vous avez l'UEMOA, les États de l'Afrique de l'Ouest, 8 pays. Ils ont deux choses en commun. Ils ont la même monnaie, ils ont les mêmes banques centrales. Généralement, ils ont la même régulation. Et c'est beaucoup plus facile de s'étendre dans des zones où la loi est identique et similaire que de s'étendre dans des zones où ici c'est une autre monnaie, c'est une autre réglementation, c'est beaucoup plus compliqué d'investir pour être conforme à une réglementation différente que d'investir à rester conforme à la même réglementation. Donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est qu'on a constaté que nos marchés sont souvent similaires. Nos marchés sont lents. Les choses ne vont pas vite. Autant c'est lent en Côte d'Ivoire, autant c'est lent au Sénégal, autant c'est lent au Mali, autant c'est lent au Niger. On a plus ou moins des marchés similaires. Et nos cultures ne sont pas totalement différentes, puisque si on regarde bien la culture africaine, le Burkinabé, c'est un Ivoirien avant, l'Ivoirien, il a des racines au Burkina, le Malien, il a des racines en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, il a des racines au Sénégal. Donc c'est plus ou moins ce mixage de cultures-là qui nous dit, si vous investissez dans cette région de l'Afrique, dans cette zone, vous allez forcément trouver des similitudes qui vont faire que ce qui va marcher ici, vous allez potentiellement avoir une clientèle pour pouvoir acheter ce produit. Donc voilà les raisons qui nous poussent à s'étendre uniquement dans l'Afrique francophone. Mais la dernière raison, c'est qu'on prépare aussi notre plan de sortie. On s'est dit, l'Afrique francophone est vierge, autant prendre vite la place pour que quand les grands arrivent, ou les gros, soit ils collaborent avec nous, soit ils nous achètent. C'est vrai qu'il faut rêver, mais de temps en temps, il faut garder les pieds sur terre. Le Nigeria, c'est un marché de 180 millions d'habitants. Et si vous devez aller au Nigeria, vous devez vous armer de beaucoup de capital. Okay? Il faut vraiment beaucoup de capital pour pénétrer ce marché. Donc, il ne faut pas rêver Alice au pays des merveilles, juste pour rêver. Mais il faut rêver en se disant comment rendre ce rêve possible et comment le réaliser. Donc, pourquoi on ne va pas au Nigeria, pourquoi on ne va pas au Ghana? Parce que les entreprises qui y sont, ils ont tellement de capital qu'ils sont capables, nous, de nous absorber. Donc, autant rester dans la zone où on sait qu'on peut apporter un plus, on peut faire quelque chose de différent. Mais ce n'est pas quelque chose qui exclut. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. L'Afrique, c'est 54 États. On n'a pas encore fini de conquérir les 15. Donc, on ne va pas se jeter sur le 16e, le 17e, le 18e pays. On va d'abord bien sécuriser les 15 et après, on va aller dans les autres. Ça, je l'ai appris au Fond Institute où ils nous ont enseigné, ils disent, think big and start small. C'est-à-dire, pensez grand, mais commencez petit. Ne croyez pas que quand vous êtes petit, vous êtes déjà grand. Non, vous n'êtes pas grand. Vous êtes encore petit. Nous, on est encore petit par rapport au Paystack ou Flutterwave. Effectivement, on a Flutterwave, Paystack qui commencent à regarder la région parce qu'ils sentent qu'il y a du potentiel et qu'il n'y a pas un acteur qui commence à se positionner sur la région et donc ils veulent venir. Moi, je vois plus de la collaboration parce que c'est extrêmement difficile et ça, on va jamais le dire aux uns aux autres. C'est très difficile de quitter d'un pays et aller s'implanter dans un autre pays et recommencer tout ce qu'on a fait là-bas avec des hommes différents, des mentalités différentes, des manières de faire différentes, des cultures différentes. Ce n'est pas aussi évident qu'on nous montre à la Silicon Valley. En tout cas, surtout en Afrique francophone. Peut-être en Afrique anglophone, c'est simple, mais surtout en Afrique francophone. Donc, je vois mal Paystack, Flutterwave essayer de recommencer tout ce que SynetPay a fait pendant 4-5 ans. À la limite, ils diront pourquoi est-ce qu'on ne collabore pas avec eux et puis on arrose, on dessert toute la région sans avoir investi tout ce qu'eux, ils ont déjà fait. Et leur investissement sera 2 fois plus que la nôtre parce que ce sont des entreprises qui ont levé des fonds. Donc, les employés qui recrutent, ils ont des niveaux d'exigence qui ne sont pas les nôtres. Quelqu'un qui va rentrer à Paystack, qui va demander un niveau de salaire que s'il venait à SynetPay, il n'allait pas le demander. Donc, collaboration, peut-être rachat. Ça, ce sont les options. Ça, ce sont les options. Alors, pour la levée de fonds,
Ça aussi, on ne le dit pas assez aux jeunes entreprises. Au fond de l'Institut, ils disent, la première règle pour aller demander l'argent de quelqu'un, il faut être à plein temps dans ton business. Il y a encore des entrepreneurs qui pensent qu'on peut créer une grande entreprise en travaillant pour les gens et en veillant de 23h à 6h du matin sur son projet. Ça, c'est dans les films. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le client, on a accès au client 8h et 18h. On n'a pas accès au client 20h et minuit ou bien 20h et 6h du matin. Le client, il dort. Il est un être humain comme nous tous. Donc, pendant que nous sommes en train de cultiver le champ de quelqu'un, notre champ, il est là et personne ne viendra le cultiver à notre place. Ça, c'est un. Donc, au fond de l'Institut, on dit, pour aller chercher de l'argent, il faut être à plein temps dans ton business. Ça, c'est une première règle. Il dit, si vous n'êtes pas en plein temps, ce n'est pas la peine d'aller demander l'argent des gens. Deuxième des choses, il faut avoir un produit. Un produit. Quelque chose que les gens achètent, que vous pouvez vendre. Troisième des choses, il faut avoir des clients. Il faut avoir des clients. Et quatrième des choses, il faut avoir un modèle économique qui marche. Donc, il faut gagner un peu d'argent. On n'a pas demandé d'être rentable. C'est ça qui est bien dans le business. On ne demande pas la rentabilité parce qu'on sait que la rentabilité, c'est sur du long terme. Mais on demande de voir que si le mois de janvier, j'ai fait 5 000 de chiffre d'affaires, le mois de février, j'ai fait 8 000 de chiffre d'affaires, le mois de mars, j'ai fait 10 000 de chiffre d'affaires, le mois d'avril, j'ai fait 15 000 de chiffre d'affaires, on sent que c'est un business qui marche et qui croît. Et je pense qu'il a dit tout à l'heure, notre continent souffre parce qu'on n'a pas des sites capital, on n'a pas de fonds d'amorçage. On n'a pas 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros qu'on peut donner à un jeune. Essaie ça, teste, expérimente, vois si ça marche. Si c'est bon, on va te donner 1 million d'euros. On n'a pas ça. Donc, on est tous obligés de se démerder avec les moyens du bord. Je me rappelle que pour créer SynetPay, on était 4, les 4 ont mis, chacun a mis 40 000, 40 000, 40 000 pour créer la société. Donc, ça c'est un. Dernière chose, si vous voulez aller chercher de l'argent des gens, il faut être une entreprise légalement établie. Il faut tenir la comptabilité de manière régulière. Il faut payer ses impôts. Souvent en Afrique francophone, on pense qu'on peut créer de grosses boîtes en échappant aux impôts. C'est faux, ça ne marche pas. Je le dis souvent, tricher, mais payer. Payer moins, mais payer. On ne pourra jamais créer une grosse boîte en échappant aux impôts. Ce n'est pas possible. Donc, il faut payer régulièrement ses impôts et il faut avoir ses documents juridiques à jour. Parce que ce qui se passe, c'est que dans un processus de levée de fonds, ça aussi on ne le dit pas assez, il est long. Vous commencez en janvier, vous finissez en juillet, ou bien en août, ou en septembre. L'investisseur va dire, ouais, votre projet il est bien, mais il va tester le projet, il va tester le produit, il va tester le marché, il va tester votre modèle économique, il va voir la progression de votre chiffre d'affaires, il va tester la résilience de l'entrepreneur. Est-ce que c'est un entrepreneur à qui on peut confier son argent et puis il va gérer, il va tester l'équipe qui travaille avec vous, les compétences que vous avez, il va tester le marché, la régulation et il va dire, ok, je vais mettre de l'argent dans cette société. Pour ce processus-là, vous avez perdu 3-4 mois. Et quand il finit, il dit, ok, je vais mettre de l'argent dans cette société, mais je ne vais pas venir mettre de l'argent dans une société dont je n'ai aucune information. Donc, il va aller payer un cabinet, Deloitte, Ernst & Young, aller m'auditer cette société-là, vérifier les comptes si 1 + 1 = 2, ou bien le fondateur, de temps en temps, il ne prend pas un peu d'argent pour aller au ABB à signer. Il vérifie tout ça. Deloitte va venir, il va faire son audit, il va vérifier les comptes. Oui, il estime que oui, c'est bon. Ils sont réglés au niveau de la finance, ils sont réglés au niveau des impôts, ils sont réglés au niveau des employés. Oui, effectivement, ils payent les charges sociales de leurs employés, ils payent la CNPS, ils donnent des assurances maladie à leurs employés. Oui, le produit existe vraiment. Ils vont venir toucher votre produit. Le produit existe vraiment. Ils vont envoyer des gens à l'intérieur de votre société pour s'assurer que la société même existe. Elle a un siège, elle est bien établie quelque part. Et c'est à la suite de ça qu'ils vont mettre de l'argent. Mais ça aussi, on ne va pas le dire assez. Si vous voulez de l'argent, il faut avoir un siège aux États-Unis, en France, ou bien à Londres. Personne, aucun investisseur n'investit dans une société de droit ivoirien,
Maliens, Togolais, Béninois. Non. On a des économies très fragiles. Du jour au lendemain, on dit que l'Afrique, c'est le seul pays où vous arrivez à Abidjan à 20 h, de Paris, vous couchez, vous dormez, le lendemain, on dit non, le gouvernement a changé, les lois ont changé. Il n'y a que sur notre continent, qu'on voit ça. Et l'investisseur, il ne va jamais mettre son argent dans une société de droit ivoirienne, pour l'instant. Donc, tous ceux qui ont levé des fonds, on parle de Paystack, on parle de Flutterwave, mais ils ont leur siège en Californie, ils ont leur siège dans le Delaware, ils ont Iroko TV, ils ont leur siège à Londres. Tout ce que vous voyez en Afrique, c'est juste de l'opérationnel. Mais le headquarter, c'est là-bas. Pourquoi c'est facile pour les investisseurs aussi d'investir dans des sociétés de droit de leur pays? Parce que la propriété intellectuelle protège ces entreprises. Chez nous ici, je ne sais pas si ça existe. La loi protège ces investissements. Ça aussi, c'est ça. Et financièrement, ils peuvent récupérer le plus facilement la plus-value que cette entreprise va générer. Et aussi, c'est juste une transaction en deux banques locales. C'est un peu comme EcoBank fait un transfert à la Banque Atlantique. Alors que venir investir en Afrique, il faut que l'argent quitte les États-Unis, traverse l'Europe, la France, se convertisse en euros, puisqu'il ne peut pas investir en dollars ici, avant d'arriver dans une banque locale. Et le jour où cette entreprise aura du succès, il n'y a aucun accord financier entre les États-Unis, entre Londres et l'Afrique francophone ou bien la Côte d'Ivoire. Donc il ne saura jamais rapatrier son investissement. Et même quand il pourra rapatrier cet investissement, le gouvernement va taxer 45% de ses fonds. Personne n'a envie d'investir et de laisser 45% dans les impôts. Ce n'est pas possible. Donc, pour la levée de fonds, je pense que très bientôt, on fera des annonces. Il y a quelque chose que j'ai appris au fond de l'institut. Ils disent un entrepreneur qui ne peut pas travailler pendant 80 heures par semaine, il ne va jamais réussir à créer une entreprise à succès. Donc, les 40 heures des Français, là, oublions. Bon, 35 heures, pardon, c'est même pas 40. Donc, oublions. Ça, c'est le mindset vraiment des Américains. Alors, au début, on n'a pas d'argent pour payer des gens. OK? Donc, on allait chercher des stagiaires, on allait chercher des jeunes qui sortent de l'école, qui ont besoin d'une première expérience professionnelle. On va les blaguer pendant 3 mois, ils vont développer ça, ils vont partir, on va prendre un autre jeune, il va venir continuer pendant 3 mois, et puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a choisi les jeunes. Donc, chez nous aussi, le rythme était tellement dur qu'il y a un jeune qui est venu un jour, un jeudi ou un vendredi, il a travaillé vendredi, il a travaillé samedi, et puis le lundi, il dit, il ne vient plus. Il dit, il ne vient plus. Donc, le seul critère qu'on utilisait pour pouvoir recruter ces stagiaires, c'était, en fait, on testait leurs capacités et leurs compétences. Donc, on faisait un entretien et après, on leur donnait un petit sujet. On leur disait, allez-y, vous avez une semaine, travaillez dessus et puis envoyez-nous le résultat. Et en fonction du résultat, on prenait ce stagiaire-là. On a un jeune chez nous qui a commencé comme stagiaire. Aujourd'hui, il est le CTO, il est le responsable, le directeur des systèmes d'information. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné des actions de la société. Ça aussi, ça c'est le mindset des Américains. Si vous voulez que les gens s'impliquent massivement, corps et âme dans votre projet, il faut faire de ce projet le leur. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de développer chez nous. Donc, on a créé un pool d'actions. Et ce pool-là permettra de récompenser les meilleurs employés qui s'investissent tous les jours pour faire avancer la société. Donc ça, c'est le modèle américain. Le modèle américain dit, on risque tout ensemble et on paie tous ensemble. Si ça marche, vos actions prennent de la valeur et vous devenez millionnaire. Si ça ne marche pas, ben on aura essayé. Mais au moins, on est sûr que chacun aura donné le meilleur de lui pour que ce projet aboutisse. Donc c'est cet esprit-là qu'on essaie de créer. C'est rare en Afrique francophone, hein, ça existe en Afrique anglophone, mais je ne connais pas des sociétés en Afrique francophone qui partagent des equity ou bien des stock options aux employés. Ça n'existe pas vraiment. Mais on veut essayer ça. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, on ne sait pas, mais on y croit. Et si à la Silicon Valley, ils ont réussi à créer ce qu'ils ont fait avec ça, peut-être que chez nous, on va arriver à le faire. Parce que nous, on a toujours dit,
vaut mieux avoir 2% de beaucoup que 100% de petit. En fait, on a beaucoup d'entrepreneurs émotionnels en Afrique francophone. C'est mon bébé, c'est mon business, c'est ma société, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas ça le business. Ça, c'est Novelas TV. Ce sont les relations amoureuses. Dans le business, ça n'existe pas. C'est le gâteau, il est petit. Si je partage et je fais grossir la valeur du gâteau, mais tout le monde s'en sort avec une petite part, mais qui a une grande valeur, et tout le monde gagne. Donc, vaut mieux avoir petit de beaucoup que 100% de petit. Ça, c'est notre mindset. On a manqué de cette personne qui allait nous donner 10 millions, 15 millions pour embaucher des gens, développer notre produit et essayer d'avancer. Les Américains, ils ont ce mindset, ils disent échoue vite pour qu'on sache si oui ou non ça allait marcher. Elle dit c'est pas la peine de traîner pendant longtemps en faisant croire que non, ça peut marcher, ça va. Non, non, ils disent fais vite, échoue vite, hein, pour qu'on sache si oui ou non ça allait marcher. Parce que si tu mets $1 million dans quelque chose, tu pousses, si ça devait marcher, ça explose. Si ça ne devait pas marcher, ben tu échoues vite. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu échoues vite, tu sais pourquoi tu as échoué et tu apprends. Donc, oui, on a ce problème sur nos tropiques et on n'a pas de solution. Normalement, les investissements, d'abord, on a des hommes d'affaires en Afrique francophone. Ça devrait être eux, les premiers investisseurs. Nos parents, nos tontons, nos tantis, nos oncles. C'est eux, ceux qui ont 20 millions, 30 millions, 40 millions. Ils devraient être capables de dire, mon petit, tiens 200 000, tiens 1 million, essaie. Si ça marche, on gagne ensemble. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. On n'a pas ça. Ça, c'est un. On n'a pas ça. L'argent est sous le matelas. Personne ne veut risquer son argent. Non, c'est vrai. C'est ce que les Américains ont fait. Il y a des gens qui ont trop d'argent. Ils ont gagné tellement d'argent qu'ils ne savent même plus comment monétiser cet argent. Ils investissent, ils prennent des risques. Ça, c'est un premier fait. Ça n'existe pas sur nos tropiques. Deuxième chose, c'est la langue. La majorité des investisseurs, ils parlent anglais. En Afrique francophone, si ce n'est pas à partir de la 3e où on vous apprend à dire bonjour en anglais, ou bien à partir de la 6e, la probabilité que vous parlez anglais est faible. Donc, comment dialoguer avec quelqu'un qui parle anglais alors que vous parlez français? Ceux qui ont l'argent, ils parlent anglais. En tout cas, même les Français qui sont en France, ils n'ont pas l'argent que des gens qui sont à Londres et qui sont aux États-Unis. Ou même des Chinois. Ils parlent anglais. Donc, il y a ce frein pour le francophone d'aller s'adresser à quelqu'un qui parle anglais, qui va parler une langue qu'il ne comprend pas, et l'autre aussi, son interlocuteur, va parler dans une autre langue qu'il ne comprend pas. La dernière chose, c'est que on n'enseigne pas, on ne dit pas toute la vérité aux entrepreneurs. Quand on dit Paystack a été vendu à 200 millions de dollars et plus, ou bien quand on dit Flutterwave a levé 170 millions de dollars, on ne dit jamais que Paystack ou Flutterwave, ils ont leur siège en Californie, dans le Delaware. On ne dit pas ça. Toi, quand tu prends l'information, pour toi, c'est quoi? C'est le Nigeria. Non, ce n'est pas le Nigeria. L'argent se trouve aux États-Unis. C'est jamais au Nigeria. Non, sérieux. C'est le game. On ne donne pas les cartes du game aux uns aux autres pour pouvoir tirer les épingles du jeu. C'est ça, c'est le game. Le game SM. Je suis d'accord avec ton ami qui dit il va aller aux États-Unis. Oui, si tu veux de l'argent, c'est là-bas qu'il faut être. Ok? Moi j'ai fait un meeting hier avec BPI France, la Banque publique d'investissement France. Quand je suis sorti du meeting, j'étais choqué, mais je me suis dit, ce sont les règles du jeu. Il faut jouer avec les règles du jeu. On te dit, ok, si vous générez du revenu, si vous arrivez à lever des fonds, si vous levez 1 million d'euros, nous on peut vous donner 500 000 euros. Si vous levez 2 millions d'euros, nous on peut vous donner 1 million d'euros. Et nous on vous donne 1 million d'euros avec un différé de 3 ans
et remboursable sur 5 ans. Il t'a assis sur mon fauteuil et puis il dit, s'ils envoient le papier demain, je signe. Mais on n'a pas ça ici. Qui va nous donner 1 million d'euros, un différé sur 3 ans? Donc j'ai le temps de développer mon business et je rembourse sur 5 ans. Pourquoi on n'a pas ça ici? Bon, avec ça, tu veux pas que j'aille en France? Non, sérieux, sérieux. Le game, c'est quoi? On a des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles vont en France, elles prennent des capitaux, elles viennent nous challenger sur notre terrain, elles récupèrent tous les parts du marché, et puis c'est parti. Quand vous prenez Wave, ben, ce sont des Américains, mais ils ont fait quoi? Ils ont pris du cash là-bas, ils ont venu investir ici. Essaie de lancer Wave, et puis tu verras si tu peux. Tu peux pas. Donc, le game, il est simple. Il faut aller chez ceux qui ont l'argent, prendre l'argent et venir investir ici. Eux, ils n'ont aucun souci avec l'endroit où le business se fait. Ils n'ont pas de problème avec ça. La seule chose qu'ils vont te demander, c'est il faut que ton entreprise soit une entreprise de droit de leur pays. Parce que là-bas, la loi les protège, la loi protège les investissements, la loi protège la propriété intellectuelle du travail que tu fais. Et après, la loi ne les taxe pas énormément quand toi, tu génères beaucoup de revenus. Donc, disons la vérité aux jeunes startups, il faut aller là où il y a de l'argent. Aller créer un siège en France, au Luxembourg, je dis n'importe quoi, aux États-Unis. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir des bureaux là-bas. Vous n'êtes même pas obligé même de mettre vos pieds là-bas un jour. Il faut juste que la société ait une adresse aux États-Unis. Vous payez une boîte postale, vous payez un coworking space. En tout cas, payez tout ce que vous avez à payer. Mais le plus important, c'est de prendre l'argent de leurs investisseurs pour venir faire du business en Côte d'Ivoire. Moi, voilà l'astuce que je vais donner aux jeunes. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Et les gens pensent que oui, le gars, il était dans son Kenya natal. Celui-là a levé 47 millions de dollars. Ils sont au Kenya. Non, ils ne sont pas au Kenya, ils sont en Californie. C'est là-bas qu'ils ont eu l'argent. Ils n'ont pas eu l'argent au Kenya. Quel Américain a quitté les États-Unis pour venir donner 47 millions de dollars à un Kenyan qui est à Nairobi? Ça n'existe pas. Donc, ça, c'est l'astuce qu'on doit faire. Maintenant, espérons que demain, il y a un écosystème d'hommes d'affaires qui acceptent de risquer leur argent, que l'État, le gouvernement, comme le fait la BPI en France, accepte de soutenir les entreprises, de leur donner une chance de réussir. Et si ce n'est pas le cas, pour l'instant, le game se joue là-bas. Il vaut mieux y être. Sinon, un matin, tu entendras que Flutterwave va lever 300 millions de dollars et puis ils ont occupé tous les 15 pays de l'Afrique francophone. Donc, autant y être avec eux là-bas. On a 50 employés aujourd'hui. On a 2 employés à qui on a distribué des parts. On a créé un pool de 15% de parts. Et le but de ce pool, c'est d'attirer les talents avec. C'est-à-dire que si on trouve que quelqu'un est très bon à Orange, mais son niveau de salaire à Orange, si on ne peut pas le payer, on met dans la balance 1% d'action de la société, on dit viens, plus 1% d'action, peut-être qu'il viendra parce qu'il va sentir qu'à Orange, il travaille dans la société de X et il a un salaire à la fin du mois, mais chez CNETP, c'est vrai qu'il aura le même salaire, mais il aura une action de la société, donc il sera aussi propriétaire de la société. Donc c'est la stratégie qu'on est en train de mettre en place pour vraiment attirer des talents parce que, il faut le dire aussi, si vous traitez bien vos employés, ils vous donneront le meilleur d'eux-mêmes. Et l'entreprise n'existe que parce qu'il y a des employés. Et les chefs d'entreprise qui n'ont pas encore compris ça, qui passent leur temps à maltraiter leurs employés, qui passent leur temps à manquer du respect à leurs employés, qui passent leur temps à insulter les employés sans reconnaître la valeur du travail. Le travail peut ne pas être parfait, le travail peut être moyen. Souvent, le travail même, il est médiocre, mais il faut quand même lui reconnaître cette valeur parce que s'il n'était pas là, le travail n'allait pas être fait. Sur le sujet spécifique des bitcoins, bon, ils sont utilisés ce qu'on appelle une cryptocurrency. Donc, qui dit une currency, ça veut dire que c'est une unité qui est interchangeable contre des biens et des services. Voilà. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'en Afrique de l'Ouest ou en Côte d'Ivoire, on est prêt à payer des biens et des services dans une currency qui n'est pas du CFA?
Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi j'avais des dollars. J'ai dit voilà, je suis arrivé à la banque innocemment. J'ai dit je vais ouvrir un compte et voilà les dollars. Ils m'ont dit on peut pas. J'ai dit comment vous faites? C'est de l'argent? On refuse. Non mais c'est compliqué. Alors j'imagine même pas un bit count. Si j'arrive avec des bit counts à la banque, ils vont me dire c'est pire. On n'accepte pas. Alors si la banque ne les accepte pas et que le marchand ne les accepte pas, je ne peux pas le faire. Donc il n'y a personne qui va développer, travailler sur le bit count en Côte d'Ivoire si on n'autorise pas sa circulation, sa détention et son utilisation. Ça c'est un sujet. Donc il y a énormément de gens qui aiment le bit count parce qu'on va spéculer sur les marchés en disant j'en achète et je revends. Et je fais de la marge et après je vais à l'île Boulet et je m'amuse. Bon, pas de problème. Non, il y en a qui le font, attention, même en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas l'utiliser si je vais à Casino. Je ne peux pas l'utiliser. Mon employeur ne peut pas me payer en bitcoin. Mais combien de marchés dans le monde, les employés sont complètement d'accord pour dire payez-moi en bitcoin. Je ne veux pas de monnaie en fait, je veux un bitcoin. Et ça se fait. Sauf que pour l'instant, les autorités, les pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore pris de position sur le bitcoin. Donc comme on ne peut pas, il n'y a personne qui va se dire allez, je vais mettre de mon temps. Donc là, on parle de SynetPay, on parle de plein d'autres boîtes. Qui va mettre de son temps pour développer une technologie crypto si, de toute façon, le marché ne va pas l'utiliser? Personne ne va mettre son temps, encore moins de l'argent. Voilà, donc on va s'investir en temps, en énergie et en argent dans quelque chose qui va produire des résultats dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais certainement pas de façon hypothétique. Donc, par exemple, quand Kictronic organise cet événement aujourd'hui, c'est pour que des gens comme vous, comme monsieur, comme moi, nous puissions nous rencontrer. À partir du moment où on se connaît, effectivement, on est capable d'envisager des projets à l'avenir. Voilà, mais si ça n'existe pas, si on n'a pas cet espace, cette open community de discussion entre à la fois des personnes qui sont techniquement très bonnes, d'autres qui ont des fonds à investir, d'autres par exemple qui pourraient représenter le gouvernement, si on n'a pas cet espace de discussion, les projets ne vont pas se faire. Donc au final, vous allez chercher la ressource où? Au Nigeria. C'est ce que vous disiez d'ailleurs. Au final, on va chercher de la technologie, mais pourquoi on n'utiliserait pas un partenaire qui est en Côte d'Ivoire? Voilà, mais si vous le trouvez, vous allez préférer travailler avec le partenaire de Côte d'Ivoire, parce qu'il est sur le marché et qui va faire circuler l'argent domestiquement. Et ben voilà. Si tu vas créer un crowdfunding, une plateforme, je suis certain que tu vas aller la créer en Suisse, au Luxembourg ou en France. Mais tu ne vas pas la créer ici. Et je crois qu'on l'a bien dit tout à l'heure, c'est la protection de l'investisseur. La protection de l'investisseur, même si tu as des lois, un minimum de lois, peut-être que l'investisseur, je ne sais pas, j'ai pas envie de parler pour d'autres personnes, mais peut-être qu'à Abidjan, on va quand même nous dire c'est un peu risqué. On ne sait pas demain ce qui peut arriver. Est-ce que le juge va accepter notre dossier? Il y a des choses comme ça. Alors que si tu vas dans d'autres pays, tu déposes un dossier au juge, tu as eu un problème, dans 3 jours tu as le jugement, ou en tout cas tu es protégé, tu es reconnu dans tes droits. Ça c'est important, on transfère de l'argent. Il faut que ce soit sécurisé. Et pas seulement techniquement, mais aussi juridiquement. Donc s'il n'y a pas de sécurité juridique, c'est très difficile de faire circuler de l'argent. Et d'où les créations de sociétés ou de technologies dans des pays où il y a une meilleure protection. Alors, le crowdfunding, par exemple, là je suis sûr, ça sera ailleurs. Voilà, c'est très risqué. Mais ça peut se lancer, mais ça sera à petite échelle. Il faut l'essayer. Ça ne serait pas bête non plus en Côte d'Ivoire qu'il y ait des jeunes qui sortent de l'université, qui savent technologiquement le faire, qui créent une petite plateforme où ça commence d'abord en communauté. On parlait par exemple de la difficulté de faire circuler de l'argent entre familles. Pourquoi le tonton n'investit pas? Pourquoi la tante qui a de l'argent et qui a une Porsche n'a pas mis un peu d'argent dans le projet? Non mais c'est une réalité à Abidjan. Le nombre de belles voitures qu'il y a. Mais il y avait de l'argent, il y a de belles villas. Mais pourquoi cet argent n'a pas circulé? Peut-être qu'avec une plateforme de crowdfunding, on sera capable de faire circuler un peu d'argent. Et à ce moment-là, on pourra envisager des aventures un peu plus grandes. Mais il faut laisser les jeunes développer cette technologie. Il y a des pays où tu n'as pas besoin d'être présent pour créer la société. Okay? Il y a des pays qui le font. Si tu veux créer une société aux États-Unis, tu vas sur Stripe, Stripe Atlas, et tu remplis le formulaire, ils vont te dire OK, et ils vont te créer la société, ils vont t'envoyer les papiers, ils vont t'ouvrir un compte bancaire à la Silicon Valley Bank, ils vont te donner un numéro de compte et puis c'est fini. Tu existes aux États-Unis. Et la seule chose qu'ils regardent, c'est l'activité que tu veux faire. L'avantage de Stripe Atlas, c'est que il s'occupe de beaucoup de démarches administratives pour toi. Et pour pouvoir payer tes charges, tes impôts et tout aux États-Unis, tu dois utiliser Stripe. C'est tout. Donc il faut juste ajouter une carte de crédit sur Stripe et puis ils vont débiter ta carte de crédit pour pouvoir payer des choses un peu partout quand tu vas falloir dépenser. Ça, c'est l'exemple par exemple des États-Unis.
Le deuxième exemple des États-Unis, c'est qu'il faut être dans un incubateur ou un accélérateur. C'est-à-dire, tu te promènes en ligne, tu cherches un incubateur ou un accélérateur, tu postules. Celui qui te retient, c'est parfait. Tu as un courrier de l'accélérateur. Juste avec ce courrier-là, tu peux ouvrir ta société aux États-Unis. C'est le même modèle en France. En France, pour créer une société, tu as deux options. Tu as un cousin, un frère, une cousine, une tante qui est en France. Tu dis, tanti, on va s'associer, te donner 10% de la société et prendre 90%. Mais comme tu es résidente française, tu peux créer la société avec un non-résident. Donc, elle va utiliser son adresse, son nom, toutes ses références pour créer la société. Maintenant, si tu ne veux pas donner les 10% à tanti, l'autre astuce, c'est qu'il faut postuler. Tu te promènes partout sur Internet, tu cherches incubateur, accélérateur, tu postules, tu pitches ton projet, tu fais tout ce que tu as fait. Le jour où tu es retenu, ils vont te donner un courrier pour te dire que tu es retenu. Avec ce courrier-là, tu peux ouvrir une société en France sans y être résident. Ok. Maintenant, pour la France, tu as Business France qui est là. Tu peux aller sur le site internet de Business France. Tu cherches toutes les options possibles. Ils vont te dire, si tu veux créer une société, il faut que le capital de la société est 30 000 $. Il faut que si tu es actionnaire unique, il faut apporter au moins 30 000 € de capital. Mais si tu n'as pas 30 000 € de capital, c'est quand même beaucoup, hein, c'est 16 millions environ. Tu n'as pas 16 millions. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un accélérateur, un incubateur, tu postules, on te retient, tu prends le courrier et tu vas voir Business France pour dire j'ai été retenu par cet accélérateur, même si c'est un accélérateur de bas quartier, on s'en fout. Le but c'est que ta société soit créée là-bas. Tu prends le papier, tu vas voir Business France, il dit j'ai le papier de l'accélérateur, merci de m'introduire sur X, Y, Z pour que je puisse créer ma société. Ça ne coûte pas grand-chose. Ce qui est bien aujourd'hui avec des SAS, tu peux créer une société au capital de 100 €, de 200 €, de 500 €. Tu n'es pas obligé d'avoir un capital de 10 millions. Si tu choisis le régime SAS, mais si tu choisis SA ou SARL, bon, il y a un montant minimum de capital qui vont t'imposer, mais si tu choisis SAS, et c'est le régime même qui est demandé pour les startups, avec 600 €, tu crées ta société. Même avec 300 €, tu crées la société. Pas besoin d'avoir trop d'argent. On s'en fout, puisque l'avantage de la SAS, c'est que tu peux émettre des actions et puis tu peux avoir des investissements. Donc, voilà les astuces. Il faut juste aller regarder ces pistes-là, les utiliser. Et puis bon, tu es aux États-Unis, tu es en France. Là-bas, quand on va te demander tes papiers, tu vas envoyer tes papiers français à l'investisseur. Il va dire, ah ok, d'accord, c'est bon, good. Après, bon, il y a un petit truc que tu dois faire, c'est que tu dois payer un avocat en Côte d'Ivoire pour lui dire que tu souhaiterais que la société française rachète les parts de la société ivoirienne. C'est-à-dire que la société française devient la holding et puis la société ivoirienne devient la filiale. Voilà, il faut inverser ce truc-là. Sinon, on n'investit pas dans les filiales, on investit dans les holdings. Merci. Thank you, Dada. Je parle anglais. So thank you, Adebayo Dada, for your presentation, for sharing some of your experience. And I've learned a lot being here today. I learned a lot. And, you know, when you are abroad, you have this idea that you're going to go to Africa, it's going to be so easy. All right? So it was good hearing people's experiences to tell that it's not going to be that easy. Nothing's ever easy anyway. But people on the ground knows the reality of things. And this is something that everyone coming here today, really great. And I think we can build an ecosystem. We have to try. I will try. As I mentioned, we will have our Kictronic offices here by end of the year. We will try to have some more incubators. So we will, you know, if you guys are interested, follow me on LinkedIn or Twitter. If you have some ideas, you know some other people who have our ideas around technology to start off, then send your ideas. Let's evaluate it and see how we can join the incubator. But thank you, everyone. Merci à tous. And we hope to organize another one. We don't know when yet. So we hope to organize another one. Maybe even when COVID is gone, we could get more than 30 people in the room. But for now, we're restricted to 30. So thank you for coming. I think it's very, you took time out of your own busy schedule to come on for the event. And I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed it. So tell your friends about CNETPay, about Rate My Pocket, you know, the next Nigerian billion-dollar company. All right, Dr. Husu, you could get in touch with him on the LinkedIn and Twitter.
and you have Antonio Cesar as well, which was really great. Lots of information. And this is free information. Usually you pay for it. All right? Could be consulting fees, but today was free, and it was great. And the questions were really great as well, and very interesting from everybody. So thank you again. C'était un très bel événement. Dommage que ce n'était pas très ouvert à tout le monde, mais c'était vraiment un très bel événement. On a beaucoup appris de l'expérience de success stories comme SynetPay, de l'intervention de la BDO. C'est énormément de conseils que je pense qu'il devrait, enfin énormément d'initiatives qui devraient être répétées sur le marché parce qu'on en a besoin. Je trouve qu'en fait, depuis quelques jours, en fait, je m'interrogeais par exemple sur la problématique du financement. Et j'ai trouvé justement au travers des différents échanges, je dirais des personnes qui ont parlé, qu'effectivement il y avait vraiment quelque chose à faire autour de ça. Et j'ai beaucoup aimé les témoignages individuels de chaque société qui ont en fait finalement été très humbles aussi par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre, qui ont été très authentiques et qui, je dirais, ont envoyé des messages forts à la jeunesse. On a beaucoup parlé de résilience, on a beaucoup parlé de persévérance et effectivement je pense que ce sont les facteurs clés de succès. What our company does is we are a mobile payment solutions application. With EasyPay SARL, we have two main markets which we want to focus on, being in Ivory Coast. Any person sitting in Ivory Coast can send money to their friends or family in all Francophone countries like Burkina Faso, Senegal, Mali, Niger, Togo, Benin. All these countries we have linked together and made it possible for them to transfer money however they feel like without having to go and carry cash. We want to promote people to stop carrying cash and giving them services which can help them to fund their wallets, send money across simply with a prepaid debit or a prepaid card. So the other core business of ours is any of your friends or family staying abroad in France, in UK, in Netherlands, they can send money sitting there to their friends or family here in Ivory Coast and any of the countries instantly with a simple registration process and at the comfort of their home. So we are EasyPay, and our parent company is in Ghana, whom we have been there for the past 3 years, and we're also started in Sierra Leone this year. But we're hoping for a good positive feedback from Ivory Coast, and we've started getting a good response initially, and we're trying to increase our presence and our footprint here in the country. Regarding the conference today, it was very informative. It was surprising for me that, during the pandemic times, you guys could pull this off. It was good to meet people from the same industry, which becomes difficult. Networking in Africa generally has always been an issue. But with your forum, it was very good and very convenient to network among this business community. And hopefully, as we discussed, when the pandemic ends, it will be good to meet more people, to create more education to people about what financial technology is, what trust people can have. Pour moi, c'est ce genre de conférences auxquelles il faudrait assister. En tout cas, en tant qu'entrepreneur ou en tant que futur entrepreneur, c'est vraiment du vécu. C'est vraiment du vécu, c'est pas de la théorie. Quand vous voyez des personnes qui ont bâti leur entreprise jusqu'à un certain niveau, vous disent des choses pratiques. Elles ont commencé à un tout petit niveau, comme toute expérience, elles ont pu arriver à un certain niveau de maturité et ces mêmes personnes qui continuent de croire en ce que ce business va continuer d'aller de l'avant. Je pense que ce sont des belles expériences qu'il faudrait partager. Voilà, avec la qualité des personnes aussi qu'on a pu écouter. Des personnes qui sont dans des levées de fonds, qui vous donnent un peu toutes les astuces, comment ça marche, ainsi de suite, et qui permettent en tout cas de pouvoir vous mesurer par rapport à d'autres pays africains, notamment le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, ainsi de suite.
En tout cas, je dirais que ce sont des choses qu'il faut pouvoir reprendre voilà, de temps à autre. I think it was a great initiative. I think it's one of its kind here in Abidjan. So I was there to be able to showcase Rate My Pockets. So it's been received very well, and we hope to come here as part of the success story in the future. Having a success story gives an average Ivorian the likelihood that they can also do it. So I mean, a success from Nigeria, Ghana, or South Africa, wherever it is in Africa, is a good story for someone else in Africa to also do. So we can go around and break the barriers for every African person that is capable of raising funds or start their own startup to do what they want to do with their passion. So I mean, in the future, we're also thinking of bringing Rate My Pocket to Abidjan, for example. So it's a fintech platform which can be applied to any region in Africa. So we invest in the ecosystem. Is also we bringing talent into the ecosystem. La Côte d'Ivoire est très prometteur. J'ai même écrit un livre un peu intitulé Alassane Ouattara, d'une décennie à l'autre, Alassane Ouattara, le défi de la gouvernance. En fait, les gens voient dans le livre quelque chose de politique. Mais en fait, moi, j'étais en train de faire de parler un peu de ce que le président a apporté après 2010. Tous ces changements techniques et infrastructurels et structurels qui ont suivi, enfin, qui sont venus vraiment meubler son mandat, ça m'a vraiment intéressé. Parce que on est retourné au plan quinquennal, on a créé la haute autorité de la bonne gouvernance. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Même si dans la réalité, les gens ne s'y conforment pas, mais le fait que ces institutions-là soient là déjà, ça prouve qu'il y a quelque chose de bon qui peut être sorti de là. Et j'ai parlé aussi du capital humain. Depuis les années 70 où on forme les gens en Côte d'Ivoire, mais on a beaucoup de potentiel. Moi, j'étais en Centrafrique, aux Nations Unies, de 2009 à 2011. Tous les employés des Cobank là-bas, c'était des Ivoiriens, hein? Même à Orange aussi. Donc on les prend d'ici pour aller former les Centrafricains. Ça veut dire que le potentiel est là. Les Centrafricains sont vraiment un peu faibles. Donc tous ces employés-là venaient de Côte d'Ivoire, du directeur jusqu'au petit employé, venaient de la Côte d'Ivoire parce qu'on les envoyait là-bas pour aller former les Centrafricains. Après, on les envoie dans d'autres pays. Vous voyez? Donc, le potentiel est là. Il suffit que les conditions soient créées pour pouvoir vraiment to nurture, en fait, pour cultiver, arroser, pousser, accompagner et tout quoi. Sinon, je suis convaincu que le potentiel est là. Les étudiants doivent vraiment travailler. Quand on dit étudiant, il faut vraiment maîtriser ses cours, il faut vraiment maîtriser ses concepts. Parce que, en tant qu'étudiant, si vous allez rechercher un boulot et que l'employeur dit, bon, moi je vais vous employer, vous n'avez pas d'expérience, mais je vais vous employer. Il va vous interroger sur ce que vous avez appris à l'université. Donc ça veut dire que vous devez vraiment maîtriser ce que vous avez appris. Parce que même quand quelqu'un n'est pas de votre domaine, dès qu'il vous pose 2 ou 3 questions, s'il voit que vous titubez déjà, ça veut dire, lui il va conclure que vous ne connaissez pas. Alors que si vous détachez clairement votre idée, votre pensée va se dire, mais dis donc, celui-là c'est quelqu'un de bon. Donc la première des choses, c'est de leur permettre, c'est de leur dire d'étudier durement, de se battre, de maîtriser ce qu'on leur donne à l'université et dans les écoles. La deuxième chose, aujourd'hui, étudier ne se limite pas seulement au campus et puis la maison, hein. Il faut s'ouvrir, par exemple, venir à ce genre d'événements pour pouvoir faire du réseautage, croiser des spécialistes, croiser des professionnels qui vont vous donner des conseils aussi, en dehors de ce que l'enseignant peut vous donner à l'université. Donc moi, je pense que ici, on combine tous ces 2 aspects déjà. Ça va créer un déclic dans la tête de l'étudiant pour dire, ah, dis donc, moi, je pensais faire quelque chose alors qu'il y a autre chose peut-être qui s'offre à moi, mais pourquoi ne pas profiter de ça? Donc, je pense que ce sont ces genres de conseils-là qu'on doit leur prodiguer. Okay, my impression is very good. The first thing is that I think this event is very futuristic. The reason is, as I mentioned during my presentation, in Ivory Coast we still focus too much on natural resource, right? On a very basic factory. Moving or transitioning to technology or digital is really a good investment for the future, because we are in West Africa and we have to lead by example. So what we did today is a very good start. It's the first time. But I'm sure there will be other examples, and also people there, and with your communication, other, let's say, entrepreneur or investor will be inspired, and will see that, yes, there are opportunities, people are talking about it, they already have examples, I already talked with some people around, they have projects, some of them already started, they have startups, but they need this community to help them grow. So if there is not this investment in the community such as today,
it is impossible to have a viable business model for the country. So what we did today is very great. I'm sure. I think in Ivory Coast, people know already that you have to work hard to earn something, right? And this is a general principle. I know in Ivory Coast, everybody knows about that, in particular the young lads. But you really have to trust in that. Every time you invest in hard working, you have a very good payoff, right? But you have to believe in that. And don't hesitate to be advised by other people around. There are senior people really want to help and develop and to mentor, like for example, mentorship. In this industry, in tech industry, definitely there is mentorship. So do not hesitate, like for example, we give the example of SynetPay, but they never hesitated to talk to people around, get advice, get support, get people on board. So do not hesitate to do the same thing. Just follow the example. But the key element to success for young lad is hard working, for sure, in any business. Je pense que le rêve peut devenir une réalité si on travaille sérieusement chaque jour pour construire une brique, un pas après l'autre pour rendre ce rêve-là réel. Mais si on reste dans le rêve et on pense que le rêve va se réaliser seul, c'est se mentir à soi-même. Oui, je crois que le rêve peut devenir réalité. Et on a enlevé à beaucoup de jeunes en Afrique francophone le droit de rêver. Beaucoup de jeunes ne rêvent plus et beaucoup de jeunes n'entreprennent plus. Beaucoup de jeunes ne savent plus des choses. Et moi, je les invite à continuer à rêver parce que oui, le rêve peut devenir réalité. Quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, si on pense que ce qu'on fait est bien, est juste et résout un problème, il faut juste continuer. C'est pas facile, oui, mais nous, au début, on était un peu dans l'ombre. Comme on dit souvent, le serpent se cache en bas de l'arbre pour grandir. Sinon, s'il sort sa tête, ils vont l'écraser. On s'est caché pendant 2 ans, on a grandi. Aujourd'hui, on a atteint un certain cap et on s'est dit, si on continue de se cacher et qu'on meurt, on n'aura pas créé cette histoire, on n'aura pas créé ce rêve-là à beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se présente, on se montre, on veut qu'on sache qu'on existe, on raconte notre histoire pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Le secret de SynetPay, c'est juste le travail. C'est vrai que les gens disent tout le monde travaille. Celui qui se lève à 6 h du matin et rentre à 23 h, il travaille. Mais c'est de se fixer les objectifs et de travailler pour atteindre ces objectifs. Et chaque jour que Dieu fait, c'est de faire un pas de plus vers ces objectifs-là. Et ça va dire, on a bien travaillé, on a atteint, on n'a pas bien travaillé, on n'a pas atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir améliorer ça. Donc c'est ce perpétuel recommencement-là qui nous anime et c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour réaliser ce rêve. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est d'abord se former. Il faut apprendre. Il faut prendre le temps d'apprendre, de comprendre son métier, de comprendre le secteur d'activité dans lequel on veut apprendre. Ensuite, il faut expérimenter. Il ne faut pas forcément attendre que tout soit cuit, tout soit prêt pour se lancer. Il faut expérimenter. Même si vous avez commencé quelque chose, commencez à en parler autour de vous, essayez, vérifiez si ça marche, si ça ne marche pas. Et puis, la chose que je voudrais aussi recommander aux jeunes, il faut aller dans les incubateurs, il faut aller dans les accélérateurs, parce que là-bas, ils vont vous apprendre à ce que c'est qu'une entreprise. Créer une entreprise, ce n'est pas juste avoir un produit. Créer une entreprise, ce n'est pas juste être bon en marketing. Créer une entreprise, ce n'est pas juste être bon en commercial. Créer une entreprise, c'est manager, c'est gérer la finance, c'est organiser. Et ce n'est pas évident. Donc, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est apprenez, rêvez et lancez-vous pour réaliser vos rêves. So I'm really happy to be here. Everyone's here. I organize this event to try and understand the market, to try and understand the local culture, the way business is being conducted here, right? Because one of the problems is that when we try to come and invest in our Ivory Coast or Abidjan, we have this assumption in our head, and the assumption is that they work like we work wherever we're from. So if it's London, if it's Paris, you think that's how they work. But the reality is that if you're not here, you don't understand the work. And I wanted to start investing back into Africa. And if I'm going to invest in Africa, I want to invest in my country of origin, which is Abidjan. But then again, I'm in technology. If I'm trying to invest in technology, I need to know that there's a place for me to go and I can find technology companies, which when you look online, there are not many places for Abidjan. You could find for anywhere else. You could find for anywhere else, but you can't find for Abidjan. And this is what the problem is. And I said, okay, let me create this ecosystem. Well, not create it, because me, I cannot create an ecosystem. Let me organize this event.
let me find out from people first hand how does it work in Abidjan. Not me being 5,000 miles away, making up my head how does it work. And at the same time, financial inclusion is something that I care about a lot. So when we want to say we want to do fintech, we want to make sure that the government says they want to work on financial inclusion. How do we do that? One way to do it is through creating companies, helping startups grow. Because if you create small companies, the companies will hire people, and those people will get salary. Therefore, they will get fund and they will be part of the whole financial inclusion part. Right? There's talent, there's culture, all those things are available here, and we want to be part of it. We want to make Ivory Coast as competitive as the rest of the larger English-speaking countries. The place is beautiful. We have the Laguna right behind us. You got 24-hour electricity, you got roads, the whole infrastructure is already in place. All we need now is how do we create this framework that we can nurture talent, create companies, create entrepreneurs, and hopefully, even if we don't get the unicorn like the rest of the world, we could get some ponies. Right, so Kictronic in itself is Kictronic is a technology company, right? So we focus a lot on architecture, cloud migration, cybersecurity. So, and we're based in London, and we are partners with IBM, Amazon AWS. We have Google GCP as well that we work with, and to some extent, we start looking into Microsoft Azure now. So, but one thing common with all those big, large companies is that they also help small companies. They give us some freebies, free stuff, free credits to be able to run their own application in the cloud cheaply. There are projects here that those guys are doing. Google is doing a project here to help startups, but that help is not coming to Ivory Coast, which is something that we're trying to facilitate that as well. We're trying to facilitate. But this event today, this is exactly why we created the event, so that everybody can come here, make connection, hear from experienced companies like we have, hear from our doctors, hear from the market research that we heard today, and how do we work together to make Ivory Coast a more competitive place and help the population also be part of this financial inclusion. That's this opportunity that's going around the world. As a young person, right, you have ideas. We all start with an idea. We all start with an idea. And what it is that if you start with the ideas, start with something that you believe in, something that you want to work with, and if you have a passion, right, go to events. Join networking clubs on Facebook and LinkedIn. Have a LinkedIn account. It's very important. Facebook account is not as important as having a LinkedIn account, because LinkedIn is the professional network. So a lot of people there, you could reach out to people with experience, you could be part of similar groups, and attend those kind of events to hear from experienced people. That is very important. And one of the advice I was given earlier is, it's not because you are studying something at university that you should just be happy with it. No. You also have to go on the side and do your own research. You have to research some of the topics yourself and try to make try to deepen your knowledge around the subject of interest. That's very important. But do come to those kind of events, meet people, mingle with people, get contact. It's all about networking, because you never know what those networking will open doors in the future. You never know, right? So if you never know, let's have some calculated risk, right? Come and enjoy yourself as well. There's a lot of people, fun talks, and you get to speak to a lot of people. That's really great. We will go back to London. We will discuss some of this stuff. We have some more, we already have plans to see how we can bring Kictronic to Abidjan. So that's our next focus first. But we definitely will have another event. We just don't have a time on it yet. So let us think about it. Let us think about it. And we also have business partners in the UK, so I have to go back and give my summary to them, and hopefully they will see this and say, yes, it is a place that we can invest, right? And then we try to do another event, maybe end of this year, maybe early next year. We have to plan it.